Je vous présente aujourd'hui notre 532e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les États-Unis ont rétrogradé le statut de l'Union européenne. Un changement dont l'instance européenne même n'a pas été encore informée. Est-ce, selon vous, de la part du président Donald Trump, une action anti-mondialiste? Oui, ça me paraît, en tous les cas, une action qui est favorable aux idées que nous défendons, puisque nous contestons justement à l'Union européenne le droit de se déclarer un État, puisque nous défendons l'Europe des nations, et par conséquent, nous n'acceptons pas que l'Europe soit considérée comme une nation. Et les États-Unis font de même, ce qui me paraît d'un excellent augure. Alors, Président, ça ne veut pas dire que le président Trump soit l'adversaire des États européens redevenus des nations plus ou moins autonomes et dans une perspective de coopération multilatérale et non pas d'État fédéral comme on cherche à l'imposer depuis de longues années. Oui, mais la décision est clairement exposée. Il s'agit de l'Union européenne, pas des nations européennes, bien sûr. Ça doit vous rappeler votre vote contre le traité de Rome, puisque vous étiez déjà parlementaire à l'époque. Absolument. Et que vous n'avez pas eu confiance dans ce premier traité. Absolument. J'ai voté contre le traité de Rome, je crois que c'était en 56, je crois. 56, un de vos premiers votes comme jeune parlementaire. Alors, de son côté, le nouveau président brésilien Bolsonaro dit définitivement non au pacte des migrations signé il y a quelques semaines à Marrakech. Il ne perd pas de temps, dites-moi. Écoutez, je crois que Bolsonaro se rend compte de la dimension du problème. Il est probablement l'un des rares pour l'instant, non seulement à en prendre compte, mais en tous les cas à l'exprimer. Et c'est sûr que le phénomène migratoire mondial représente une menace pour tous les États, et en particulier pour un État de la dimension du Brésil. Et que le nouveau président en ait pris conscience me paraît une excellente chose, une preuve de sa lucidité. En revanche, si on lit la presse française, c'est le triomphe de l'extrême droite dans son pays. Oui, le Brésil vient de virer à l'extrême droite, homophobe, raciste, oui, mais tout ça, cela. Ça, ce sont les qualificatifs des comment dirais-je, des combattants de gauche et d'extrême gauche. Bon, en l'occurrence, que ce Bolsonaro soit qualifié d'extrême droite n'a rien pour me choquer dans la mesure où je le suis aussi. Au moins c'est clair. Au Japon, la demande de mise en liberté de Carlos Ghosn a de nouveau été refusée. Quid des appuis internationaux d'un patron de cette envergure, Président? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de relation dans ce milieu-là. Je sais que M. Ghosn est un très grand patron et pour lequel les Japonais ne semblent pas avoir de considération excessive. Et ça, sur le plan, je dirais, humain, ça fait mesurer à quelqu'un que la roche tarpéienne est près du Capitole. On peut dire aussi qu'il avait, à travers Renault et Nissan, constitué le plus grand constructeur automobile du monde, qu'il allait absorber sous contrôle français Mitsubishi, et que c'est peut-être pour ça qu'un gouvernement japonais a trouvé plus utile d'appliquer un patriotisme économique au prix de la liberté d'un homme. C'est très probable, mais ça n'est pas certain. En tout cas, la France, jusqu'à présent, le laisse toujours président de Renault-Nissan. Il n'est pas condamné en France. Et puis il y a une notion que vous connaissez bien, la présomption d'innocence. Un 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes le week-end passé. De nombreux blessés à nouveau, bien entendu. Cependant, la stratégie de Castaner, consistant à frapper fort, n'a pas eu l'effet démobilisateur escompté. Quelle est votre analyse, Président? Écoutez, je pense que je souhaite que les violences disparaissent, mais je sais aussi que quand des masses importantes sont mises face à face à des services d'ordre dont la profession consiste à justement se contenir par la force, eh bien, il y a forcément des incidents et il y a beaucoup plus de blessés parmi les manifestants que parmi le service d'ordre. C'est évident. Ça, dans le fond, ça fait partie des risques du métier, même si on peut le déplorer et même si certains lancent des pétitions financières pour soutenir financièrement les forces de l'ordre qui, pour l'instant, ne sont pas traînées devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'incarcération du boxeur? Il faut qu'on en dise un mot. Comparution immédiate, en tôle tout de suite, jugement un petit peu plus tard.
Quand vous dites le boxeur, c'est celui qui a boxé, ou comme font les médias en insistant sur le côté boxeur professionnel, ben oui, il a été boxeur dans sa vie, oui. Et moi je dois dire très sincèrement que j'ai trouvé que son geste était chevaleresque, que cet homme seul, visage découvert et ganté, qui s'attaquait non pas à un gendarme, mais à une ligne de gendarmes. Et on est étonné d'ailleurs de voir que pendant qu'il boxait, un homme qui a un casque, une visière, bref, qui est protégé, qui ne courait aucun risque de blessure. Une matraque. Les autres, la matraque, son pistolet, enfin tout, et les autres ne faisaient rien alors qu'ils étaient là. Pourquoi les camarades n'ont-ils pas réagi et au contraire reculé devant ce personnage? Je trouvais ça étonnant, voilà. C'est ça. Et son combat ne me paraît pas révoltant. Sauf qu'il y a eu des choses qu'on voit moins sur la vidéo, des coups de pied sur un gendarme à terre. Ça, je sais pas, moi j'ai pas vu ça. Moi, je juge ce que j'ai vu à la télé. J'ai vu quelqu'un boxer à la télé, et le boxeur ne m'a pas paru un monstre inhumain. Oui, mais il avait tout de même des gestes très professionnels. Oui. Comment ? Il avait des gestes très professionnels, et quand on se souvient de certaines images, Monsieur le Président, vous concernant sur l'aéroport en Martinique, quand vous avez eu à défendre votre épouse, eh bien, il y avait une droite là qui n'est pas exactement le contraire de ce que nous avons vu sur la passerelle Sangor. C'est vrai, mais écoutez, il faut aussi penser que dans les manifestants, il y a eu en 2 mois plus de 1000 blessés, dont certains le sont par des engins très dangereux comme les flashballs, n'est-ce pas? Et que les gaz eux-mêmes, les gaz asphyxiants, que sont les gaz lacrymogènes, ne sont pas innocents. Personnellement, témoin en 1968 des événements, j'ai respiré de ces gaz ces lacrymogènes, et j'en ai eu une bronchite pendant plusieurs mois. Donc ça n'est pas innocent, ce sont des combats et dont on peut souhaiter évidemment qu'ils se résolvent par le grand débat, mais je n'en suis pas sûr. Oui, et des estropiés, des handicapés à vie, des gens qui ont perdu un œil, etc., d'autres dans le coma. Absolument. Tout cela n'est pas rien. Alors, le gouvernement veut en outre créer un fichier d'opposants politiques qui, de ce fait, seront interdits de manifestation. Sont-ce les prémices d'une dictature? Ça me paraît en tous les cas contraire à la Constitution. Cette constitution de fichiers préalables, qu'il en existe, on le sait bien, la police dispose d'informations qu'elle ne se croit pas obligée de partager avec les journaux ni avec le grand public. Mais enfin, en l'occurrence, l'institutionnalisation de ce genre de fichiers me paraîtrait être un pas à l'extérieur de la République. Et à l'extérieur de la Constitution de la Ve République, de fait. Oui. Surtout que tous ces fichiers existent déjà probablement. Fichier des gens dangereux, fichier des récidivistes et ainsi de suite. Écoutez, c'est le travail de la justice. L'extrême gauche qui, seule, il faut le dire, depuis des mois et des mois, pollue toutes les manifestations par des agressions physiques, se constitue en force civile à caractère presque militaire. Je pense que tous ces gens sont connus de la police. Elle n'a pas besoin de faire de fichiers. Si elle fait des fichiers, ça serait pour donner à la qualification d'extrême droite utilisée par certains journalistes qui ne recouvrent rien, aucune réalité, la possibilité peut-être de se garder de tous les côtés. Président, quand on voit le peu d'efficacité du fichage S des potentiels djihadistes dans notre pays, je pense qu'on peut dormir sur nos 2 oreilles, là. Oui. Non. Bien, alors, invité de l'émission L'Info du Vrai, le sociologue spécialiste de l'extrême droite, Michel Viviorca, expliquait que le sigle A encerclé, tagué sur les monuments à l'occasion des dernières manifestations des Gilets jaunes, représentait un symbole fasciste. Quelle est votre réaction? Écoutez, ça me prouve que M. Viviorca, qui est un homme d'extrême gauche, est tout de même malgré tout un rigolo. Parce que quand on s'intitule historien et sociologue et qu'on commet une bévue de cette dimension, généralement on a la pudeur de se retirer, à moins que
il y ait plus que cela une volonté de tromper et de faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Ça ne risque pas de vous arriver car vous avez un passé de spécialiste de l'anarchie dans votre vie Absolument, universitaire. j'ai fait un mémoire sur l'anarchie lors de mon doctorat de sciences politiques. Alors, le président Macron, de son côté, annule désormais toutes les cérémonies de vœux officiels prévues ce mois-ci. Selon vous, est-ce un aveu de capitulation ou début de burn-out ? Je crois qu'il est très mal à l'aise et je me suis aperçu avant-hier que son Premier ministre l'était aussi alors qu'il donnait une image de résolution et de calme. J'ai l'impression qu'il y a du trouble dans le camp du gouvernement et je pense que le président qui voulait se promener, je crois, dans toute la France va se résoudre à un débat quotidien ou hebdomadaire avec les gendarmes mobiles et les CRS. C'est les seuls auxquels il pourra parler sans risque. Finalement, nous avons eu, à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, itinérance mémorielle. On a enlevé mémoriel, il n'y a plus que de l'itinérance. Oui, c'est vrai. Gouvernemental. On est passé très vite sur ce grand événement, alors que d'habitude on souhaite avec faste tous les événements relatifs aux guerres et surtout à la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui causa beaucoup plus de pertes, en tous les cas dans nos rangs, n'a pas eu cet honneur et on est passé quand même très vite au silence. Vous avez été toute votre vie politique un opposant. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous ressentiez ce désarroi de l'exécutif dans le passé ? Oui, à certains moments. C'est vrai, en 58, par exemple, hein, quand la 4e République s'est effondrée, et quand même, en 69, quand la 5e a vu le président de la République partir en Allemagne chercher le secours des blindés de Massu. Lequel général vous a décoré dans un autre climat à une autre époque. Oui, c'est vrai. C'était la guerre d'Algérie. Alors, cher président, l'amicale des anciens du 2e régiment d'infanterie de marine tenait à vous offrir cette bouteille qui est la cuvée du 2, leur cuvée spéciale. Eh bien, j'en suis très touché parce que le fait qu'il y a en France des gens qui servent sous les armes et qui aient une pensée sympathique à mon égard ne me surprend pas, oui, mais me touche. Et il voulait rendre hommage aux grands soldats parachutistes que vous êtes. Merci aux grands soldats, vous êtes honnête en tous les cas. Oui, enfin c'était quand même un peu dangereux, vous étiez sur des théâtres d'opération dont on ne revient pas toujours. C'est vrai. Merci infiniment, cher président. Merci. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.